Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et nous sommes partis. Alors, aujourd'hui, on va parler effectivement de l'isolation. Et évidemment, quand on parle d'isolation dans le logement, on se pose beaucoup de questions. Déjà, par où commencer? Pourquoi isoler? À la limite, comment? Quels matériaux? Quels sont les bénéfices de l'isolation et des co-bénéfices, c'est-à-dire des bénéfices, disons, secondaires, d'améliorer le logement? Alors, je vais pas vous faire un cours de physique, mais évidemment, quand on parle d'isolation, faut bien, je veux dire, passer par à quoi ça sert l'isolation. Ça sert à quoi? Ça sert à, je veux dire, diminuer ou en tout cas à freiner le transfert de chaleur que vous avez dans le logement et qui a effectivement tendance à s'échapper vers l'extérieur. Alors, au niveau des transferts de chaleur, vous avez trois sortes principalement. Vous avez la conduction thermique, et quand on parle d'isolation, c'est effectivement cette conduction thermique qu'on va essayer de freiner le plus possible. Donc, la conduction thermique, c'est un transfert de chaleur à travers la matière. Ensuite, vous avez la convection thermique. Convection, là, c'est par finalement déplacement, notamment de l'air, je veux dire, dans le bâtiment. Typiquement, on sait bien que si je chauffe le rez-de-chaussée, la chaleur aura tendance à monter dans le bâtiment. Je veux dire, et donc vous créez des mouvements de convection qui font que vous avez des pertes énergétiques, surtout si vous avez des défauts d'étanchéité à l'air ou un système de ventilation qui n'est pas très efficace. Et puis, il y a une troisième sorte finalement de perte énergétique, mais ici ce sera plutôt un gain énergétique, ce sera par rayonnement. Je dirais, on en reparlera tout à l'heure parce que, je veux dire, ça a une incidence sur le confort hivernal, mais aussi sur le confort d'été. Alors, je parlais de transfert de chaleur tout à l'heure. Ben oui, vous chauffez votre bâtiment à environ 20 degrés généralement, et en hiver, quand il fait très froid, il fait -5. Évidemment, je veux dire, on a un transfert de chaleur, et ce transfert de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur par conduction thermique, eh bien, il est d'autant plus important que vous avez une grande différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ici, j'ai montré dans le schéma là qu'on avait une différence de température de 25 degrés environ. Il est bien évident que là, on est en plein hiver. S'il fait 15 degrés à l'extérieur, vous avez beaucoup moins de pertes. Et qui dit moins de pertes, dit forcément un système de chauffage qui va devoir fonctionner, je veux dire, de manière plus réduite. Donc ça, c'est, disons, première notion. Et effectivement, l'isolant va permettre de garder la chaleur à l'intérieur du bâtiment de telle sorte à faire des économies d'énergie et finalement, je veux dire, à avoir moins, je veux dire, de litres de mazout, d'électricité, je veux dire, de mètres cubes de gaz, je veux dire, à payer. Donc, évidemment, ça a un premier impact sur votre portefeuille. Indépendamment du fait qu'il y a aussi un impact, déjà, je parlais tout à l'heure des bénéfices et des co-bénéfices. Co-bénéfices, par exemple, je veux dire, vous polluez moins, puisque vous rejeterez moins de CO2 et vous utilisez moins d'énergie primaire pour pouvoir chauffer votre bâtiment. Alors, autre co-bénéfice, si je puis dire, de l'isolation, c'est que vous allez améliorer votre confort. Et ça, c'est super important, parce que, je veux dire, il s'agit dans des maisons qui sont non isolées, généralement, on va se rendre compte que les parois, je veux dire, qui sont en contact avec l'extérieur, ont une température de surface relativement faible. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur notre confort? C'est qu'on a une température ressentie qui sera plus basse et donc une sensation de froid. Ce qu'il faut comprendre, je veux dire, quand je dis ça, c'est que en fait, lorsque on parle de température de confort ou de température ressentie, il s'agit en fait de manière un peu empirique, de la moyenne de la température des surfaces qui nous entourent et de la température de l'air. Donc typiquement, si vous chauffez, comme sur le schéma qui est indiqué ici, à 22 degrés et que la température de surface de la paroi est à 11 degrés, la température ressentie, comme étant la moyenne, je veux dire, c'est
environ 16,5 degrés. 16,5 degrés, ça veut dire que lorsque vous êtes en position plutôt statique, hein, genre devant un ordinateur en train d'écouter un webinaire, eh bien, vous aurez tendance à avoir froid, je veux dire, dans cette position. Maintenant, si j'ai un isolant qui va garder la chaleur à l'intérieur du bâtiment, la température de surface de ma paroi, on le voit sur la partie droite du schéma, je veux dire, elle va être de l'ordre de 18 degrés dans le cas qui est, je veux dire, évoqué dans le schéma. Et ça veut dire que votre température ressentie, hein, étant donné que la température de l'air reste à 22 degrés, sera de l'ordre de 20 degrés. Donc forcément, vous serez dans une situation de confort qui sera meilleure. Hein, effectivement. Donc là, on voit finalement le co-bénéfice. Hein, quand on isole, c'est pas seulement pour faire des économies d'énergie, bien qu'évidemment, je veux dire, on pense à ça en premier, mais c'est aussi pour améliorer le confort de votre bâtiment. Alors, après, évidemment, il y a différentes techniques, je veux dire, pour isoler le bâtiment. Hein. Ces différentes techniques dépendent de chacune des parois. Et évidemment, ça va dépendre aussi de je veux dire, quelles sont finalement, quelle est la méthode constructive de votre bâtiment, quelle construction, comment est-ce qu'il a été construit, quelles sont les possibilités d'isolation par l'intérieur, par l'extérieur. Tout ça, ce sont des discussions qui vont se poser si à un moment donné, on se pose la question de l'isolation. Prenons par exemple les toitures, comme il est évoqué, je veux dire, au niveau de ce slide-ci, et puis je passerai la parole, je veux dire, à Maxime Mouchet pour peut-être compléter mon information. Je veux dire, évidemment, les deux grandes techniques d'isolation des toitures inclinées, c'est soit par l'intérieur, donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on enlève la finition existante s'il y en a une. Je veux dire, on enlève l'éventuelle isolation qu'il y a déjà. On remet un nouvel isolant qui généralement sera plus épais que l'isolant de départ s'il n'y en a jamais un dans la paroi. Hein, donc, ce qui veut dire que en termes d'avantages, disons que c'est relativement facile à mettre en œuvre. Le coût est, disons, modéré. Mais par contre, au niveau perte de place, forcément, vous avez, je veux dire, on abaisse finalement le niveau des plafonds, je veux dire, en dessous pour les locaux qui sont, je veux dire, sous comble ou sous toiture inclinée. Ça, c'est une première manière d'isoler une toiture. Je vous ai mis sur la droite la petite simulation au niveau du coût moyen, hein, je veux dire, et aussi des primes à l'heure actuelle. Les primes, j'ai juste mis les primes pour les revenus, disons moyens, hein, les revenus dits R3 au niveau de la région wallonne, hein, c'est-à-dire que ceux qui bénéficient d'un facteur multiplicateur de 3, je veux dire, au niveau de leur prime. Donc ça, c'est une première chose. Donc par l'intérieur, première possibilité au niveau de l'isolation de toiture. Et puis la deuxième grande possibilité, c'est de le faire par l'extérieur. Dans ce cas-là, un des gros avantages, je trouve, de ce type de technique, c'est que finalement, je veux dire, il n'y a pas de travaux à l'intérieur, ce qui veut dire que, au niveau de la vivabilité des locaux et finalement, je veux dire, du confort de vie, c'est-à-dire que n'empiète pas finalement sur des locaux qui deviendraient inutilisables pendant les travaux. Donc, en isolant par l'extérieur, on le fait par le dessus. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, je veux dire, on doit évidemment enlever la couverture, hein, que ce soit des ardoises, des tuiles, le lattage, le contre-lattage existant, et puis par exemple, hein, il y a différentes techniques et je pense que Maxime me complétera sur le sujet. Je veux dire, on peut remettre par exemple un isolant en fibre de bois. Hein, je veux dire, on remet une nouvelle sous-toiture, lattage contre lattage et une nouvelle ardoise. On se rend bien compte qu'évidemment là les travaux sont un peu plus lourds au niveau coût, tout simplement parce que se rajoute finalement à la pose de l'isolant une pose de couverture et certains, je veux dire, travaux connexes qui effectivement, je veux dire, peuvent quand même, je veux dire, être onéreux. Je te laisse la parole, Maxime, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Alors, au niveau des techniques, moi, pour compléter déjà les techniques par l'extérieur, elles ont aussi un avantage, c'est que au niveau, si vous voulez par la suite isoler vos façades, isoler d'autres éléments,
on a cette possibilité de prolonger directement les toitures. Il faut savoir que quand on va venir isoler les façades, et je pense que tu en parleras dans les slides suivants, on va venir surépaissir les façades existantes. Et donc il y a cette nécessité de prolonger la toiture existante. Si on intervient par l'extérieur avec une technique de sarking, ça nous permet à ce moment-là de prolonger, mais aussi d'avoir une continuité thermique entre l'isolant qui vient de la toiture et l'isolant des façades. Donc ça, c'est la première chose que je voulais rajouter pour les techniques par l'extérieur. Alors les techniques par l'intérieur sont évidemment bien moins onéreuses, mais elles ont beaucoup plus d'impact, comme tu le disais bien, au niveau de la vie intérieure du bâtiment. Et donc ça, faut en être conscient, c'est que ça veut dire qu'il y a des ouvriers qui vont constamment rentrer à la maison. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus de poussière, tandis qu'on intervient par l'extérieur, la technique de sarking. Là, à ce moment-là, on a cette possibilité de ne pas entrer dans le logement et d'avoir très peu d'impact à l'intérieur du logement. Donc ça, c'est les deux grosses techniques. Alors ça, comme tu le disais aussi, au niveau de la technique par l'intérieur, on est quand même soumis à une contrainte, c'est que la sous-toiture, c'est cette membrane qui a sous votre latage contre la latage et sous les ardoises, qui n'existe pas toujours. Il y a, dans certains cas, les forts dégradés ou dans les vieilles bâtisses, il n'y a pas de sous-toiture. S'il n'y a pas cette membrane, on ne peut pas venir isoler par l'intérieur. Et dans ce cadre-là, on sera obligé d'intervenir par l'extérieur. Donc ça, c'est aussi un élément qui est assez important. L'état de votre sous-toiture va un peu déterminer ce qu'on peut faire. Aussi, si tout l'intérieur est parachevé, vous avez par exemple du plafonnage qui est déjà fait, en termes de coût ou en termes d'impact sur la maison, c'est quand même beaucoup plus lourd que de venir intervenir par l'extérieur. Si on a l'entièreté des pièces qui sont parachevées et qui sont sous la toiture, généralement on va conseiller une isolation par l'extérieur pour limiter l'impact et pour que la maison reste habitable durant ce moment-là. Voilà. Très bien, merci Maxime. Alors, ben, là, on parle de la toiture. Il est évident que, je veux dire, isoler la toiture, disons que c'est un premier réflexe, ou en tout cas une première priorité dans un bâtiment, étant donné que, ben, on le sait bien, la chaleur monte. Je veux dire, au niveau, ben, on a parlé tout à l'heure des phénomènes de convection, hein, notamment, et ben, c'est finalement par les toitures que généralement on a quand même pas mal de pertes. Hein. On parle quelquefois, enfin, ça dépend du bâtiment. Hein, je veux dire, ici, c'est vraiment à la grosse louche de 30% de pertes via une toiture qui serait mal ou pas du tout isolée. Donc évidemment, vous voyez l'impact, je veux dire, potentiel d'une meilleure isolation du bâtiment est quand même relativement important. Alors après, ben, ça c'est pour les parties supérieures du bâtiment. Il y a évidemment les parties verticales, ou en tout cas les murs, entre guillemets, du bâtiment. Et là, ben, on fait le même exercice, finalement, dire, bon ben voilà, où est-ce que je peux mettre un isolant au niveau d'un mur. Ça va dépendre aussi du type de mur devant lequel on se trouve, parce que soit on a un mur plein, hein, je dirais là, bah, pas le choix, ce sera soit par l'extérieur, soit par l'intérieur qu'on va pouvoir isoler. Soit si on a, je dirais, un mur avec coulisses, hein, donc c'est-à-dire un mur sur lequel vous avez un porteur généralement en bloc béton, un creux et puis une brique de parement, il est envisageable que, je veux dire, on puisse remplir le creux entre la brique et le bloc porteur. Sous réserve évidemment de vérifier quand même ce qui se passe dans la coulisse, parce que quelquefois on a des petites surprises. Elle est peut-être pas tout à fait vide, cette coulisse. Éventuellement, il peut y avoir un vieil isolant dedans, et malheureusement, quand c'est le cas, on ne peut pas isoler. Et puis d'autre part, il y a aussi des contraintes techniques au niveau du type de brique, hein, parce qu'il ne faut pas aller remplir une coulisse quand il y a par exemple une brique dite vernissée, c'est-à-dire émaillée. Hein, c'est pas très très courant, mais dans certaines architectures, ça peut arriver. Et puis, je veux dire, au niveau de la coulisse, forcément, l'épaisseur est donnée. Hein, c'est-à-dire que, ben, généralement, on a entre 5 et 7 centimètres. Et cette épaisseur, je veux dire, va restreindre finalement la possibilité de mettre un isolant. Et donc, si on veut obtenir les primes, eh bien, jamais, avec même l'isolant le plus performant du monde, on ne pourra obtenir les primes en ne remplissant que la coulisse au niveau du mur. Maintenant, ça ne veut pas dire que, je veux dire, c'est une mauvaise idée d'isoler la coulisse du mur, bien entendu, mais sachez que vous n'aurez pas de prime. Vous aurez quand même des économies d'énergie, mais qui seront quand même plus faibles que si vous pouvez mettre beaucoup plus d'épaisseur d'isolant, et vous aurez forcément aussi une amélioration du confort, mais effectivement, bah, disons qu'on est limité dans l'amélioration de la paroi. Alors que dans les deux autres techniques, donc par l'extérieur ou par l'intérieur, bah forcément, on peut mettre l'épaisseur d'isolant que l'on souhaite, sous réserve bien entendu d'autres contraintes techniques, je veux dire, bah, notamment par l'intérieur. Évidemment, si j'isole par l'intérieur, eh bien, je perds de la place dans les locaux. Hein, donc forcément,
je veux dire, si on veut effectivement obtenir finalement une isolation suffisante et obtenir des primes, il faut quand même bien mettre entre 15 et 20 centimètres en tout, en fonction du type d'isolant, d'épaisseur d'isolation. Il faut se rendre compte que, évidemment, ces 15-20 centimètres, vous les perdez à l'intérieur. Il y a aussi des adaptations au niveau à faire, au niveau des tablettes de fenêtre, ou ce genre de choses, position des prises. Donc voilà. De nouveau, on parlait tout à l'heure des impacts d'une isolation par l'intérieur au niveau des toitures. C'est à peu près pareil aussi, puisque forcément, on va devoir avoir des ouvriers qui vont travailler à l'intérieur du bâtiment, hein, je veux dire, plutôt qu'à l'extérieur. Et c'est la première technique en haut que j'évoque dans le slide ici au-dessus. Par l'extérieur, c'est évidemment le même genre d'avantage que ce que vous avez, je veux dire, au niveau des toitures, dans le sens où, eh bien, effectivement, vous n'impactez pas la vivabilité du logement et vous travaillez par l'extérieur. Alors évidemment, il y a quand même, disons, je veux dire, un surcoût parce que le coût d'une finition externe est souvent plus cher que le coût d'une finition interne. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un surcoût. Et puis, d'autre part, il ne faut pas oublier que dans un certain nombre de cas, on va changer l'aspect du mur et qu'il pourrait y avoir nécessité de demander un permis avec ou sans architecte. Voilà, donc ça c'est pour les murs, mais je laisse la parole à Maxime qui va compléter ce que je viens de raconter. Oui, avec plaisir. Alors, au niveau, peut-être, on peut commencer par l'injection de la coulisse. Euh, Moi, c'est des travaux où parfois ils représentent quand même un petit risque qui est aussi au niveau de l'épaisseur. Il faut une épaisseur minimum. On arrive parfois avec des constructions, on a une coulisse qui fait que 3-4 centimètres. Donc ça, c'est pas suffisant pour venir injecter dans la coulisse, simplement parce que l'isolant va pas savoir se répandre. Donc ça, c'est la première contrainte qu'on a parfois par la coulisse. Effectivement, il faut que les coulisses soient correctement ventilées, que le maçon ait été propre derrière, parce que si on a des coulures de mortier derrière, ça c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est une technique effectivement qui a un faible coût et qui permet d'isoler, on le sait, les premiers centimètres d'isolant sont les plus importants, qui permet quand même d'isoler à un coût assez faible la maison, et en même temps, c'est pas l'idéal non plus. Quand on parle de technique l'isolation pardon par l'intérieur, il y a quand même pas mal d'inconvénients, surtout dans une maison qui est complètement finie. Moi, je pense notamment au chauffage. Donc, c'est-à-dire qu'il faut souvent on a des chauffages qui vont être placés typiquement sous les fenêtres, sous la tablette de fenêtre dans les vieilles maisons. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là démonter l'ensemble des chauffages et prolonger les tuyaux. On a les compteurs électriques. On a pas mal d'éléments qui vont venir faire un peu un gruyère dans notre isolation et qui sont assez impactants au niveau de l'habitation. C'est-à-dire si je dois démonter les chauffages, dire que l'installation doit être à l'arrêt ou des choses comme ça. Donc ça, au niveau de l'isolation par l'intérieur, elle a ses avantages au niveau financier et si elle est possible, c'est assez intéressant de la mettre en œuvre, typiquement dans des greniers ou dans des murs mitoyens qui sont aveugles, ça c'est assez facile à mettre en œuvre. Par contre, quand on est dans des endroits où on a des prises, des chauffages, des choses comme ça, sur les façades, c'est parfois plus vite compliqué. Et effectivement, la technique par l'extérieur, là, à ce moment-là, c'est la technique qu'on pousse généralement le plus parce qu'elle permet d'être continue. Si on a isolé la toiture par l'extérieur, ça permet d'avoir une continuité avec cette toiture. Elle a aussi un impact, mais comme tu le disais, au niveau de la façade. Alors, au niveau de la façade, il faut savoir aujourd'hui qu'il existe des techniques. On peut venir faire un bardage, un crépi, mais on sait aussi venir remettre des briquettes. Les briquettes, c'est comme une brique simplement qui est d'une épaisseur beaucoup plus faible et qu'on vient coller sur l'isolant. Donc au niveau permis d'urbanisme, là à ce moment-là, on sait s'en sortir avec cette solution-là, qui est bien évidemment plus chère que le crépi, mais il existe aussi ces solutions-là qui sont assez bien mises en œuvre et qui sont assez reconnues par les communes pour ne pas qu'il y ait nécessité de demander le permis dans ces cas-là. Donc voilà. Ok. Alors, Peut- Peut-être juste oui. encore un dernier point pour compléter. Ça, c'est tu parlais de l'ordre de tes slides, mais je trouve que l'ordre il a aussi son importance au niveau des travaux à réaliser. On se Mhm. retrouve en tant qu'entrepreneur, on se retrouve facilement souvent face à des personnes qui n'ont pas été aiguillées par des personnes comme Enestia auparavant, et donc se retrouvent à faire
d'abord à vouloir faire les façades avant de faire la toiture. L'idée, c'est on commence toujours par le haut aussi pour protéger notre isolant. Donc on va toujours commencer par faire la toiture pour protéger l'isolant, puis on va remplacer les châssis, et puis seulement on s'attaque aux façades. Et cet ordre de chantier, il a vraiment son importance pour limiter les coûts, parce qu'il arrive quand même régulièrement que les personnes veulent le faire dans le mauvais ordre, ou encore pire, et refait la toiture et n'est pas été conseillé, ils n'ont pas prolongé les toitures, et nous on arrive par derrière pour faire les façades, et on se retrouve à devoir reprolonger une toiture qui vient d'être faite. Et donc ça, c'est des coûts assez conséquents et qui alourdissent assez vite la facture pour les personnes qui font des rénovations. Voilà. Alors, tant que je regarde ici, je vois qu'il y a des questions au niveau du chat, hein. Alors, isolation, toiture par l'extérieur, quid des corniches ou gouttières? Ben, il est bien clair que dans ce cas-là, faut adapter tout ça, hein. Ça, c'est, je veux dire, forcément, on va remonter par le dessus et effectivement, ça demandera une adaptation des corniches ou gouttières. Et oui, pardon, Maxime, je te laisse. Les corniches, donc au niveau des gouttières, on doit effectivement les remonter, mais au niveau des corniches, si le bac à corniche est assez large, on peut conserver l'aspect extérieur de la corniche et on vient juste refaire le zinc au niveau de la corniche et réadapter le bac en zinc au niveau de la corniche. Pour les Mhm. gouttières, par contre, généralement, on n'a pas le choix de les relever, on les remonte. Généralement, certaines gouttières, elles ont 20, 30, 40 ans, parfois plus. C'est l'occasion de les remplacer et de repartir sur du neuf. Ok. Et alors, il y a une deuxième question concernant le coût moyen qui est indiqué dans mes slides. Ça, ce sont des coûts moyens de remise de prix qu'on voit passer chez nous, hein. C'est effectivement travaux connexes compris, Oui. hein. Donc, voilà. Maintenant, bon, évidemment, ça va dépendre un peu de la difficulté, etc. Il y a des variations, mais bon, donc ce sont des moyennes et des estimations, bien entendu, hein. Ça va. Voilà, je pense avoir répondu aux deux questions qui se posaient dans le chat. Alors on va poursuivre, je dirais avec un autre type de paroi. Voilà. Alors là, on va parler des parois inférieures du bâtiment, hein. Typiquement, par exemple, bah, forcément la dalle qui a au-dessus d'une cave, par exemple. Euh, Ça peut être aussi une dalle qui serait au-dessus d'un vide sanitaire, forcément, voire au-dessus du sol, hein, c'est-à-dire une dalle sur terre-plein. Alors, avec la difficulté pour ce type de dalle, hein, je veux dire celles qui sont sur terre-plein, que si on veut l'isoler, ben, il n'y a pas trop le choix au niveau de la technique d'isolation, hein. On doit repartir par le dessus, forcément. Par le dessus, mais alors si je recharge finalement ma dalle sur terre-plein avec des épaisseurs, ben forcément je vais rehausser le niveau intérieur du bâtiment, ce qui pose des problèmes évidemment, hein, ne fût-ce qu'au niveau des portes, hein, porte d'entrée, mais aussi porte intérieure, hein. Je veux dire, forcément, les linteaux ne vont pas bouger en même temps que le sol. Donc, évidemment, quand on a une dalle sur sol, c'est toujours un peu plus compliqué, hein, parce que si on veut vraiment l'isoler et garder le même niveau côté, je veux dire, enfin, au niveau de finition interne, eh bien, on est bien obligé de tout démolir, de faire un réapprofondissement je veux dire, du niveau d'assise de la dalle, recouler une nouvelle dalle, remettre un nouvel isolant, une nouvelle chape et puis un nouveau carrelage. Donc, ce sont des travaux qui sont lourds, et qui généralement bon, sont difficiles à faire, je veux dire, à faire dans un bâtiment. En tout cas, les clients souvent sont pas trop chauds, hein, surtout s'ils vivent déjà dans leur bâtiment. Évidemment, quand on a une perspective, on vient d'acheter un bâtiment, mettons un jeune couple qui vient d'acheter un bâtiment et qui sait qu'il va devoir faire des travaux relativement lourds dans le bâtiment, disons que la perspective est différente et que ce type de travaux peuvent être plus facilement envisagés. Donc ça, c'est pour le cas des dalles sur sol. Et puis d'autre part, ben, il y a tout ce qui est dalles qui sont au-dessus d'un vide sanitaire euh, ou d'une cave. Et là, on peut s'imaginer isolé par le dessous de la dalle, hein, donc par le plafond de la cave, par exemple. Et là, ben, on met un isolant, on le plaque finalement sur le plafond de la cave. C'est relativement facile. Bon, il est bien entendu que mettre un isolant n'est pas toujours facile, hein, ou en tout cas, c'est facile de dire qu'il suffit de mettre l'isolant, mais effectivement, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a comme contrainte assez particulière pour ce type de paroi? C'est que souvent, il y a quand même des canalisations de chauffage, de l'électricité qui passent, donc il faut adapter tout ça. Donc, bon, ben voilà, c'est possible. Mais alors, l'avantage de ce type d'isolation aussi, c'est que au niveau des finitions, ben, comme c'est dans des locaux plutôt techniques, que ce soit un
vide sanitaire ou une cave, bah forcément, on n'est pas forcément obligé de mettre un isolant une finition par le dessous. Donc forcément, on s'épargne au niveau du coût la finition. Donc ce qui veut dire que généralement, c'est quand même, je veux dire, une isolation de paroi qui est assez rentable, je veux dire, au niveau des temps de retour sur investissement. Alors après, il y a aussi d'autres questions qui se posent hein, quand j'isole le plafond de la cave. Si ma cave, elle fait déjà seulement 1,90 m sous plafond et que je vous dis en tant qu'auditeur qu'on va mettre 15 cm d'isolation, ben, peut-être que vous allez me dire, oui, mais bon, comment est-ce que je fais pour aller dans ma cave hein, puisqu'il restera 1,75 m. Alors là, c'est évidemment finalement, je veux dire, toute la discussion, la réflexion à avoir par rapport à ça. On peut accepter que ce soit 1,75 m, peut-être parce que, je veux dire, justement, on va une fois par an dans la cave pour déposer l'une ou l'autre chose et puis qu'on n'utilise pas vraiment la cave. Alors dans ce cas-là, je veux dire, ça ne pose pas de problème particulier. Maintenant, dans certains cas, évidemment, je veux dire, ben, c'est vraiment un local de réserve, on y va tous les jours, ben, c'est un peu différent. Ou si, par exemple, on bricole dans sa cave. Et dans ce cas-là, ben, on peut se dire, ben, tiens, peut-être que on est limité en hauteur, on va essayer de l'isoler, mais on mettra une épaisseur d'isolation minimum, par exemple 5-6 cm, de telle sorte à quand même améliorer les choses. Et finalement, on se retrouve un peu dans le même type de réflexion que ce qu'on avait tout à l'heure par rapport, je veux dire, au mur dans lequel on viendrait remplir la coulisse et qu'on on est limité en épaisseur. On n'a pas les primes, mais on a quand même une certaine économie d'énergie. Je laisse la parole à Maxime s'il veut bien. Oui, ici, comme tu le disais, les différentes isolations par le dessus, à part vraiment dans le cas d'une rénovation lourde où les candidats, enfin les personnes qui vont rénover vont vont enlever tous les sols et vont tout refaire. On la propose quasi jamais parce que c'est beaucoup trop impactant pour le bâtiment, ça a beaucoup trop d'impact. Par contre, la technique d'isolation par le bas, c'est effectivement une des techniques les plus simples. Alors oui, il faut s'adapter à l'existant, donc il y a les tuyaux de chauffage, il y a les portes de garage, ça c'est le coup classique où on a les portes de garage, le moteur de la porte. Ça arrive souvent si c'est trop compliqué, on arrête l'isolant à droite et à gauche de l'élément existant, simplement dans une logique, OK, on va peut-être créer un petit pont thermique à cet endroit-là, mais dans une logique de faire avec la situation actuelle, sans non plus, changer tout ce qui était en place, parce que parfois c'est un peu compliqué. Mais oui, c'est effectivement, je rejoins ton avis qui est de se dire: «Ce sont des travaux qu'on peut facilement mettre en œuvre, et qui sont pas impactants ou peu impactants parce qu'au niveau de la finition, on est un peu moins regardant. On est moins dans des espaces de vie, donc pendant les travaux, les personnes sont moins impactées. Donc clairement, ça, c'est des travaux qui peuvent être envisagés dès le départ, et qui sont vite, intéressants pour chacun. Ok. Alors, si je continue. Alors après, évidemment, je veux dire, on parlait, finalement, quand on parle d'isolation, je veux dire, on parle surtout pour l'hiver. Hein, je veux dire, on dit, je vous ai mis le schéma tout à l'heure. Oui, on a 20 degrés à l'intérieur, -5 à l'extérieur, mais il faut pas oublier que même en Belgique, on peut avoir un été. Hein, je veux dire, c'est pas toutes les années, hein, mais bon, voilà, et que la température peut quand même grimper assez haut. On pourrait avoir 30 degrés à l'intérieur. Hein, je veux dire, et finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là hein, parce qu'on a le confort d'hiver, mais on peut avoir aussi le confort d'été, ou en tout cas se poser des questions par rapport à ce confort d'été. Alors évidemment, si j'ai 30 degrés à l'intérieur et qu'au départ, mon bâtiment, je veux dire, à 20 degrés, en fait, le flux va s'inverser, c'est-à-dire que la chaleur qu'il y a à l'extérieur va effectivement rentrer à l'intérieur du bâtiment. Je veux dire, et effectivement, vous allez arriver à chauffer votre bâtiment. Je veux dire, la température va monter dans le bâtiment. Et évidemment, l'isolant, il jouera toujours bien son rôle. Donc, forcément, la chaleur qui est à l'intérieur du bâtiment va bien rester dans votre bâtiment. Évidemment. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, je veux dire, et souvent, la question se pose notamment pour tout ce qui est, je veux dire, toiture. Hein, où là, quand on a des locaux sous toiture, on le sait bien. Hein, je veux dire, il fait vite très chaud, voire même inconfortable. Et donc, il y a une réflexion à mener par rapport effectivement finalement à ce qui se passe en été, parce qu'il ne s'agirait pas de se dire, tiens, ok, je diminue mes consommations énergétiques en hiver en mettant de l'isolation, et que d'autre part, je crée, je veux dire, en corollaire des problèmes de ce qu'on appelle de surchauffe à l'intérieur du bâtiment qui nécessiterait par exemple l'installation d'un système de climatisation. Alors
Alors là, ce qu'on a gagné en hiver, on le perd en été avec le système de climatisation. Et c'est là que va rentrer en ligne de compte un certain nombre de réflexions. Hein, je veux dire, on a le soleil qui rentre dans le bâtiment. Je dirais bien que on a par les parois opaques, mais c'est assez ténu, mais surtout, notamment au niveau de tout ce qui est vitrage, parce qu'alors, vous avez effectivement la chaleur de l'extérieur qui rentre, mais vous avez en plus le rayonnement. On en a parlé tout à l'heure, le transfert de chaleur par rayonnement, eh bien, je veux dire, il passe à travers tout ce qui est, je veux dire, surface transparente, dont notamment les fenêtres, hein, je veux dire, les fenêtres vitrées. Et donc, une fois que c'est rentré, cette chaleur va effectivement être enfermée à l'intérieur. En hiver, c'est très bien. Hein, je veux dire, j'ai les grandes baies vitrées, j'ai le soleil qui rentre, forcément, j'ai une énergie gratuite qui pénètre à l'intérieur de mon bâtiment. Mais en été, ça peut poser quelques petits soucis au niveau du confort thermique. Alors c'est là que va rentrer en ligne de compte, je veux dire peut-être le choix du type de vitrage si on change les menuiseries, hein, ne pas mettre des vitrages, des doubles vitrages, voire des triples vitrages qui laissent trop rentrer finalement d'énergie solaire. Donc il faut trouver un juste milieu entre finalement le gain énergétique qu'on peut avoir en hiver et qui est favorable et je veux dire quand même un minimum de filtration en été pour éviter des problèmes de surchauffe à l'intérieur du bâtiment. Je reprends ma toiture hein, puisque j'avance sur ma réflexion. Évidemment que je veux dire c'est au niveau des choix des isolants qu'on peut avoir quand même un impact au niveau du confort thermique et notamment je veux dire quand on utilise des matériaux hein, je veux dire de type biosourcé. Qu'est-ce qu'on entend par matériaux biosourcés? C'est du cellulose, c'est de la fibre de bois, c'est de la laine de mouton éventuellement, du chanvre, de la fibre d'herbe. Tous ces matériaux-là ont un gros avantage par rapport aux isolants dits synthétiques. Hein. Donc, quand on parle d'isolants synthétiques, c'est notamment tout ce qui est polystyrène extrudé ou expansé, je veux dire polyuréthane plus particulièrement. Donc, le gros avantage des matériaux biosourcés, c'est qu'ils vont absorber la chaleur. Hein. Je veux dire, on le voit sur la droite du schéma, au moment où, je veux dire, où le soleil, je veux dire, où il y a 30 degrés à l'extérieur, on va avoir tendance à absorber la chaleur. Et puis, quand il y a retournement de température, donc après quelques heures, ils vont libérer la chaleur, mais ce sera vers l'extérieur, puisque entre-temps, on sera passé, disons, en mode d'une nuit à l'extérieur. Donc, vous aurez peut-être 25 degrés à l'intérieur, plus que 20 degrés à l'extérieur. Donc, forcément, le transfert de chaleur va s'inverser et on va évacuer la chaleur qui aura été absorbée dans l'isolant vers l'extérieur. Et donc, ça veut dire que dans ce type de cas de figure et lorsqu'on choisit ce type d'isolant, eh bien, on améliore quand même le confort de manière assez substantielle, je veux dire, au niveau des locaux. Bon, ici, c'est un schéma de toiture, mais c'est parce que je l'ai fait à dessein, entre guillemets, parce que c'est souvent ces parois-là qui sont les plus, je veux dire, délicates finalement, je veux dire, au niveau du confort thermique, notamment en été. Je suppose, Maxime, que tu peux me compléter. Oui, oui, avec plaisir. Alors oui, effectivement, on se rend bien compte aujourd'hui que le choix des matériaux va influencer sur le confort, particulièrement en été. Alors moi, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, et tu en as parlé plutôt pour les vitrages, il y a une grande importance au niveau des fenêtres de toit. Au niveau des Velux, par exemple, essayer de penser à placer des volets directement qui vont empêcher le rayonnement solaire. On voit la différence, on a plusieurs de nos clients qui ont isolé leur toiture, qui ont fait le choix de ne pas mettre des volets dans un premier temps. Ils nous ont rappelé rapidement après en disant, voilà, en hiver, même avec un isolant biosourcé, en été, pardon, même avec un isolant biosourcé, on se retrouve à avoir des températures qui sont assez hautes dans les pièces. Ils montaient à 28 ou 30 degrés et ça devient un peu inconfortable. Alors la solution, c'est de venir à ce moment-là empêcher le rayonnement solaire. Et un des premiers éléments, c'est vraiment se protéger de ce rayonnement solaire, notamment avec des volets, avant même le choix des matériaux. Après, effectivement, les isolants biosourcés qui ont cette capacité de stocker du froid en été ont un gros impact, mais ici aussi, voilà, on parle de l'impact énergétique, mais ils ont aussi un autre impact. C'est généralement les isolants biosourcés par rapport à un isolant par rapport à un isolant en polyuréthane. Ils vont aussi avoir un gros apport au niveau acoustique. Si on a des gens qui vivent par exemple à proximité d'un aéroport, d'une grande route ou même en ville simplement, cette isolation
biosourcée, qui va généralement être de la fibre de bois, de cellulose ou d'autres isolants, va permettre d'absorber beaucoup plus le bruit que ne le ferait un isolant classique. Donc, je pense que ces isolants sont assez complets et peuvent apporter pas mal de choses. Ils ont par contre un désavantage, c'est au niveau de leur poids, comme ils vont avoir une plus grande masse. C'est cette masse qui va leur permettre de stocker de la chaleur notamment. Il faut voir au niveau de la stabilité du bâtiment si la charpente permet de supporter ces isolants-là. Et donc ça dépendra un peu de la technique. Et donc il faut se faire aiguiller et conseiller par un professionnel qui pourra vous dire, OK, dans ce cadre-là, ça passe, dans ce cadre-là, j'ai un doute. Donc soyez toujours vigilant sur cet élément-là qui est quand même un peu parfois contraignant pour la mise en œuvre de ces isolants. Ok. Alors je vois qu'il y a des petites questions sur le slide, sur le chat, j'y arrive. Alors, Monsieur Petit qui me pose la question de savoir au niveau des murs intérieurs et extérieurs, quid danger de gel quand on isole par l'intérieur? Vous voulez dire gel de la paroi parce que je suppose quand on isole par l'intérieur, ben forcément la surface, je veux dire, de jonction entre l'isolant et le mur existant ben, deviendra plus froide. Hein. Donc ça, c'est une attention à avoir et plus particulièrement, je veux dire, au niveau des transferts ben, plutôt de vapeur d'eau à travers la paroi. Hein. Il faut vraiment faire attention, je veux dire, de ne pas forcément renvoyer de la vapeur d'eau à travers la paroi. Donc d'où la nécessité d'avoir un pare-vapeur qui soit le plus performant possible hein, pour empêcher la vapeur d'eau de traverser la paroi et de se condenser à l'interface entre l'isolant et la paroi existante. Oui, moi, je voulais dire, dans tous les cas, l'isolation par l'intérieur, surtout dans les pièces de vie, typiquement si on a des gaines de chauffage ou des choses comme ça qui passent dans les murs, ça doit être la dernière solution. On va toujours essayer de travailler par l'extérieur parce qu'on maîtrise beaucoup plus cette technique-là et qu'il y a beaucoup moins de risques liés notamment au gel ou au transfert de vapeur, mais notamment, moi je pense les conduites d'eau qui sont encastrées dans les murs ou des choses comme ça peut créer des problèmes par la suite. Donc ça, c'est la dernière des solutions. Après, parfois, on n'a pas le choix et effectivement, il faut être attentif à ces points-là. Et alors, il y avait deux questions concernant l'isolation des plafonds des caves notamment. Alors, possibilité d'isoler le plancher par le bas si le plafond de la cave est fait de voussettes. Oui, on peut le faire. Hein. Je veux dire, après, ben, évidemment qu'on a des irrégularités au niveau du plafond. Alors, il y a certains isolants, je veux dire, ben, ne fût-ce qu'une projection, par exemple, pourrait se faire, entre guillemets, ça permet de rapidement, finalement, je veux dire, isoler je veux dire, la paroi sans trop de problème. Maintenant, même avec des isolants, un isolant classique, on mettrait en dessous de la voussette et éventuellement en faisant un remplissage avec un isolant semi-rigide au niveau de l'arrondi de la voussette, ça peut être envisagé aussi. Donc là, il n'y a pas de problème au niveau technique. Moi, je l'ai régulièrement vu faire. Donc, c'est pas un problème particulier. Alors, la dernière question concernant, je veux dire, l'isolation du plafond de la cave, c'est quand on a une cave humide. Alors là, évidemment, il faut bien choisir son isolant. Hein. Il faut s'assurer que l'isolant ben, je veux dire, puisse résister à une atmosphère relativement humide. Je dirais bien qu'en tout cas en biosourcé, le mieux entre guillemets, c'est l'isolant liège, bien que évidemment là c'est peut-être le mieux parce qu'il est imputrescible, mais au niveau coût évidemment c'est un peu j'allais dire rébarbatif, mais en tout cas c'est quelquefois un peu, je veux dire, un peu délicat, je veux dire, à faire accepter par les candidats rénovateurs. Après, je veux dire, si on part vers des isolants moins biosourcés, le polyuréthane, normalement, devrait, en tout cas, je veux dire, résister à l'humidité. De toute façon, il est sur le plafond. Maintenant, si le plafond lui-même est humide, là, c'est encore autre chose. Peut-être qu'il y a des problèmes d'humidité à résoudre avant de commencer à isoler la paroi. Et ça, je veux dire, c'est peut-être la première des choses à faire, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques, Maxime, ou... Non, non, effectivement, dans le cadre où si nous on rencontre une cave où on a de l'humidité, mais plutôt de la condensation, des choses comme ça, là on va appliquer, où la cave est simplement humide par le sol, à ce moment-là on va plutôt appliquer des isolants qui sont pétrosourcés, simplement parce qu'ils ont généralement une meilleure, ils sont un peu plus résistants. Par contre, effectivement, si on constate que le plafond est humide, mais pas lié à de la condensation, mais il y a une humidité dans le plafond, là, on va éviter d'aller isoler parce que la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va emprisonner cette humidité dans le sol. Et c'est qu'il y a un problème ailleurs. Donc ça, Mhm. généralement, on déconseille dans ce cadre-là l'isolation de la cave s'il y a de l'humidité. Ok.
Alors, bah, évidemment, quand je veux dire, on parle d'isolation, bah, on a évoqué un peu la question, je veux dire justement, bah, de l'isolation en tant que telle, hein. Je dirais, on sait bien que, et on l'a vu, hein, je veux dire qu'il y a une amélioration évidemment du confort, il y a une diminution, je veux dire, de la consommation énergétique et une diminution aussi des rejets de CO2. Maintenant, évidemment, on peut faire, disons, un pas plus loin, et c'est là aussi que bah, les isolants biosourcés ont leur sens, c'est-à-dire de se dire, bah, tiens, je veux dire, quand j'ai des matériaux que je vais utiliser dans la construction, d'où est-ce qu'ils viennent, quel est leur impact sur la planète de manière générale, et donc effectivement, bah, par exemple, hein, je veux dire, bah, quelle quantité d'énergie il faut pour la fabrication, quels matériaux je vais aller chercher, bah, tout ça, c'est une question un peu plus large, entre guillemets, je veux dire, de réflexion par rapport aux matériaux qu'on utilise. Et c'est là qu'on va parler notamment de haute qualité environnementale, donc ce qu'on appelle HQE, et ce genre de choses, quoi. Et donc, ça, c'est effectivement, bah, je veux dire, un des avantages des matériaux biosourcés. Et puis, je veux dire, effectivement, bah, on peut être encore plus large en se posant les questions d'énergie grise, de la circularité, de l'économie liée à la construction. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais il faut savoir que ça existe et que ça peut alimenter les réflexions au niveau du choix des isolants et de la méthode, je veux dire, d'amélioration de votre logement. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Donc, on a 10 minutes, un quart d'heure possible. Je vais maintenant couper l'enregistrement et donc, comme ça, vous